Salut tout le monde, bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Vraiment contente de vous retrouver après plusieurs mois d'absence. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet assez difficile, pour être honnête. C'est un sujet que j'étais pas vraiment certaine de vouloir en parler ou pas, tout simplement parce qu'au Québec, c'est encore un sujet qui est super sensible. On connaît pas le nom de la petite fille. Ça a été caché et encore aujourd'hui, après près de 7 ans, c'est caché son nom. Il y a également les noms des membres de sa famille qui sont aussi cachés. Donc, j'étais pas certaine, puis en même temps, j'ai toujours l'impression que quand on parle d'un sujet de notre propre pays, de notre propre province ou région, il y a toujours un petit titillement qui se crée parce que si par exemple on aborde un tel sujet et qu'il y a certaines informations qui sont erronées, qui ont été mal transmises aux journalistes ou encore dans les documents qu'on regarde sur internet, ça peut porter à confusion, puis ça peut faire en sorte que les membres de la famille se fâchent ou ça les attriste ou quoi que ce soit. Fait que moi j'essaie vraiment de faire attention, mais ce sujet-là, c'est vraiment quelque chose. Puis je pense vraiment que vous l'avez remarqué dans mes dernières vidéos, c'est un sujet qui me touche énormément. Les enfants maltraités à mort, ça c'est vraiment... Puis je pense que ça vient chercher tout le monde, pour être honnête, là. On peut pas rester froid et glacial face à ce genre d'affaires-là. Mais là, pour le sujet d'aujourd'hui, j'ai fait de très longues recherches. Pour être honnête, ça a été super long. J'ai vraiment été regarder dans tous les documents, tous les articles qui en ont parlé. J'ai même écouté des interviews que la grand-mère, elle a fait à propos de cette affaire-là. Aujourd'hui, on va parler de l'affaire de la petite fille martyre de Grimby. Alors, sans plus tarder, excusez-moi pour l'introduction qui a été beaucoup trop longue, sans plus tarder, je vous laisse le temps donc de vous installer confortablement. Et lorsque vous êtes prêts, on est parti dans l'affaire criminelle d'aujourd'hui. Il y a exactement 105 ans, Aurore Gagnon devenait le visage de la petite martyre du Québec. Le visage des enfants martyrisés à mort au Québec. C'est seulement en janvier 1979 que va entrer en vigueur la loi sur la protection de la jeunesse, plus communément appelée aujourd'hui la DPJ. En 2019, selon mes recherches, la DPJ a reçu pas moins de 105 644 signalements et en a retenu seulement que 41 530. Les 64 114 signalements qui n'ont pas été retenus sont sûrement des enfants qui ont passé sous le radar. Dans les 41 530 dossiers en cours en 2019, se cache une fillette de 7 ans qui a vécu l'enfer depuis sa naissance et même bien avant. C'est le 30 avril 2019 que sera retrouvée décédée cette fillette suite à des années de sévices et de tortures faits par sa belle-mère et son propre père. Un autre cas d'enfant martyrisé, d'enfant torturé, qui a passé sous le radar alors que plusieurs étaient au courant de cette situation, que ce soit le système scolaire ou encore les voisins. Un sujet qui va être difficile à entendre, un sujet qui risque d'émouvoir énormément de personnes qui vont écouter cette vidéo, mais un sujet qui est encore aujourd'hui nécessaire de parler, nécessaire de divulguer. Pourquoi? Pour que ces enfants ne soient jamais oubliés. Pour que de là où ils nous regardent, on pense encore à eux, on parle encore d'eux et on n'oublie pas leur visage. Parce qu'il ne faut pas oublier que tous ces enfants-là, qui sont morts tragiquement de torture et de sévices familiales, sont morts aux mains de leurs propres parents. Avant de commencer cette vidéo, je vais tout de suite noter que tous les noms ont été inventés, puisque aucun nom de cette affaire-là, des personnes faisant partie de cette affaire-là, que ce soit de près ou de loin, ont été divulguées. On est le 29 avril 2019 dans la ville de Grimby, qui est située au Québec. Il faut savoir que la ville de Grimby, elle est notamment connue pour son zoo, soit le zoo de Grimby,
où il y a beaucoup d'animaux et beaucoup de tourisme, l'été notamment. Grimby est une ville assez tranquille, on va le dire, et son taux de criminalité était en diminution par rapport à l'année précédente, soit en 2018. On passait donc de 2630 cas de criminalité à pas moins de 2411 cas de criminalité. C'est quand même une légère différence. Sylvie est en voiture et elle conduit paisiblement. Sylvie est une grand-mère et elle a 4 enfants. Elle conduit et écoute la radio. Et soudainement, dans cette même radio, elle entend un journaliste parler d'une tragédie qui vient tout juste de se produire, soit dans la journée même, la journée du 29 avril. Il y a une fillette de 7 ans, qui a été retrouvée dans un état critique à son domicile et a été transportée à l'hôpital. 2 adultes, dont ceux qui étaient responsables de son bien-être, ont été emmenés en détention, attendant ainsi le résultat de l'enquête. Sylvie le sait immédiatement. Tout de suite, elle l'a su. Elle le savait au fond d'elle. Vous voyez cet instinct-là, cet instinct de femme, cet instinct maternel, cet instinct de grand-mère, tu sais, l'instinct d'une bonne grand-mère. Elle le savait, elle le sait. Elle sait que cette fillette-là, c'est sa petite fille. C'est Sophia, sa petite fille, qui, malgré maintes reprises, passée devant le tribunal, passée devant la cour de la DPJ avec des suivis, a été laissée aux mains de son fils et de sa belle-mère. Sylvie, elle panique et elle décide donc de contacter Rachel, son ancienne belle-fille, soit la mère de Sophia. Et elle lui demande si elle a reçu des appels téléphoniques dans la journée. Rachel comprend pas trop sa question, mais elle lui dit que non, elle a reçu aucun appel. Et là, Sylvie explique la situation à Rachel et elle lui dit en même temps qu'elle est persuadée que la petite fille, c'est Sophia, donc la fille de Rachel. Et donc Sylvie va demander à Rachel d'appeler les hôpitaux, les services de police, mais également son ex-conjoint, soit le fils de Sylvie. Et donc, les 2 femmes vont raccrocher. Quelques minutes plus tard, Rachel rappelle Sylvie et elle lui dit que celle-ci avait bel et bien raison. Sophia est bel et bien la fillette qui a été retrouvée dans un état critique dans un appartement de la ville de Grimby. Sylvie et Rachel vont donc conduire jusqu'à l'hôpital de Sainte-Justine, qui est un hôpital pour enfants. Et les 2 femmes vont donc demander la chambre de la fillette d'être hospitalisée, celle qu'on parle à la radio. Elles vont être accueillies par des policiers qui ne voudront pas tout d'abord les laisser entrer dans la chambre. Il y a une enquête et on se pose des questions. On se demande comment cette petite fille-là a pu être retrouvée, ligotée par du ruban adhésif sur le sol de sa chambre. Qu'est-ce qui s'est passé les journées d'avant? Qu'est-ce qui s'est passé les semaines avant ça? Et qui a fait ça? Et surtout, pourquoi? C'est donc ce que Sylvie racontera dans une interview qu'elle a passée avec des journalistes, et notamment Katia Gagnon, qui est journaliste à la presse et autrice canadienne, ayant suivi l'affaire de très près. C'est donc sur la base de l'article et l'interview avec Katia Gagnon que j'ai écrit cette vidéo, et c'est ce que vous allez entendre. On sait que l'histoire d'un criminel et l'histoire d'une victime ne commence jamais à sa naissance. L'histoire de ces 2 cas de figure, donc le criminel et la victime, commence bien avant leur naissance, soit plusieurs générations avant même. Alors, avant d'entrer dans les sévices et les tortures que Sophia a subies, je pense qu'il est vraiment important de parler de la vie de chacun de ses parents et de ce qui a mené à ce qui s'est produit en 2019 et surtout ce qui a traumatisé le Québec en entier. J'ai envie de faire une petite parenthèse avant qu'on continue cette vidéo. Là, vous voyez mon genou. C'est pas que je suis relax, bien peinard en racontant cette histoire, c'est tout simplement que je me suis foulé la cheville et le pied il y a 2 semaines et j'ai encore extrêmement mal, donc je peux pas rester dans la même position pendant longtemps. Donc je vais souvent changer de position, puis parfois on voit mon genou parce que j'accote mon pied. Bref, on continue. On sait que Eric est né en 1989 et c'est le 2e enfant de la fratrie de la famille.
Tout va bien pendant son enfance. Enfin, ce que sa mère va raconter, c'est qu'il n'y a rien de spécial jusqu'à ce que Eric ait 9 ans. Alors que Eric a 9 ans, Sylvie surprend son fils dans la salle de bain avec sa plus jeune sœur. Il est en train de lui faire des attouchements. Sylvie va prendre la décision, je sais pas comment on peut qualifier ça, je sais pas si c'était pour le protéger ou pour protéger la réputation de la famille, mais elle va prendre la décision de ne parler à personne de ce qu'elle a vu dans la salle de bain. Donc, de l'attouchement que Eric va faire à sa propre sœur. Elle va donc cacher cet événement. Et pourtant, 3 ans plus tard, alors que Eric a 12 ans, Sylvie va surprendre une fois de plus Eric en train d'attoucher la même sœur. Et là, je crois que c'était vraiment la situation de trop. Sylvie ne peut pas garder le silence. Elle ne peut plus garder le silence. Et donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va en parler avec Paul, qui est le père de Eric, donc son mari à elle. Et les deux, donc le couple, va décider de contacter la DPJ, soit la Direction de la protection de la jeunesse. Parce que là, c'est quand même assez touché. On a un enfant qui fait des attouchements à un autre enfant. Les deux sont frères et sœurs, et donc les deux habitent sous le même toit. Qu'est-ce qu'on fait dans des situations comme ça? Quand on est à l'extérieur, ça peut paraître super facile de prendre une décision, mais quand on est à l'intérieur, c'est différent. Et donc, ils vont contacter la DPJ. On sait que la DPJ va recommander à Sylvie et à Paul de faire placer Eric pour qu'il puisse suivre des thérapies et qu'il soit bien encadré. Et donc, Sylvie et Paul vont en discuter et n'en viendront jamais à une entente. Paul veut faire placer son fils et Sylvie, non. Et je crois que la situation, en fait, le cas de Eric, comme on va voir tout au long de la vidéo, je pense que c'est là que ça va empirer. Déjà, à l'âge de 9 ans, faire des attouchements à sa petite sœur, c'est clair que ça cloche. Il y a quelque chose. C'est pas normal qu'un enfant de 9 ans pense à ça ou fasse ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, à l'âge de 12 ans, ça se reproduit encore une fois. Il fait encore des attouchements à sa sœur, ce qui est d'autant pas normal du tout. Et là, ce que Sylvie va faire, malheureusement, et sans jugement, mais ça va empirer la psychologie et le comportement sexuel et le comportement relationnel de son fils Eric. Vous vous rappelez la vidéo que j'ai faite il y a déjà quelques mois où on parlait de Ed Kemper. Qu'est-ce que sa mère a fait pour protéger ses filles de son fils qu'elle pensait qu'il allait devenir un pédophile ou encore un agresseur sexuel? Vous vous rappelez? Eh bien, elle a décidé de faire du sous-sol la chambre de Ed Kemper. Eh bien, dans cette situation-là, le sujet qu'on parle aujourd'hui, c'est encore pire. Sylvie va faire construire une chambre dans le sous-sol et également une salle de bain. Donc, Eric se retrouve à avoir ses propres appartements. Il a sa chambre et sa salle de bain. Elle va également mettre des verrous sur la porte pour sortir du sous-sol, donc à l'extérieur pour enfermer Eric. Et là, je crois que c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Sylvie va décider de mettre un système d'alarme à la porte du sous-sol. Et donc, lorsque Eric arrive pour sortir du sous-sol, donc pour ouvrir la porte et monter au rez-de-chaussée, eh bien, il y a une alarme qui se met à sonner dans la maison et donc ça alerte tout le monde que le monstre, la chose, sort du sous-sol. Bon, en soi, on recule quand même il y a plusieurs années. On n'était peut-être pas autant au courant du développement du cerveau de l'enfant qu'aujourd'hui. On n'était peut-être pas autant au courant de comment soigner, pas soigner, mais de comment réagir face à une personne, soit même un enfant qui fait ce genre de choses-là. Mais reste que, évidemment que dans la tête de l'enfant, ben oui, il se prend peut-être pour un monstre, en fait. Il pense peut-être que c'est le mouton noir de la famille, c'est le monstre, c'est la chose qu'on veut absolument réduire à l'invisibilité. Et donc, moi, personnellement, je pense que ça aurait été peut-être préférable de faire placer Eric dans cette situation-là, peut-être pour lui donner les meilleures chances, mais également à la victime, ce
qui est donc sa sœur. Et on sait que Eric va donc rester dans le foyer, il va être placé au sous-sol, mais la famille, et ainsi que sa sœur, qui est la victime, va avoir une thérapie, que ce soit des thérapies individuelles ou encore des thérapies familiales. Et pourtant, malgré tout ça, malgré l'aide qu'ils ont quand même eue, malgré le refus de faire placer Eric dans un centre jeunesse, eh bien, Paul n'acceptera plus jamais son fils Eric. Et d'un côté, je peux entièrement le comprendre. Donc ici, c'est vraiment très mitigé parce que lorsque on tente d'aider une victime, mais aussi d'aider un criminel, enfin des attouchements qu'il a fait, dans ce cas-ci, c'est 2 enfants. C'est 2 enfants. Et donc, comment... En tout cas, moi, je pense que ça a dû être extrêmement difficile, là, ce qui est arrivé, puis je pense que ça arrive beaucoup plus souvent qu'on le pense, et beaucoup plus souvent qu'on veut le penser, et aussi beaucoup plus souvent qu'on en parle, finalement. On sait que Eric va être suivi par un pédopsychiatre pendant 5 ans, soit jusqu'à l'âge de 17 ans. Et pendant toutes ces années, malgré la thérapie, Eric va développer un comportement très violent et très agressif, surtout envers sa mère. Et c'est ce qu'elle va nous raconter dans l'interview qu'elle a fait avec Katia. À l'âge de 22 ans, soit en 2011, Eric va rencontrer une jeune femme qui s'appelle Rachel et qui, elle aussi, a son lot de problèmes et son passé. Donc, Eric et Rachel vont se rencontrer en 2011 et la même année, en septembre 2011, Rachel va accoucher d'une petite fille. Et c'est donc pendant la grossesse que... le placement de la fillette, donc le bébé dont Rachel est enceinte, qui va s'appeler Sophia, donc la victime qu'on va parler aujourd'hui, va être déterminé. Pourquoi? Il y a plusieurs facteurs ici qui font en sorte que on sait, même avant la naissance, qu'on va placer l'enfant. Tout d'abord, Rachel est un enfant qui a été placé en DPJ pendant son enfance. Donc, c'est une enfant de la DPJ. Et pour les Européens qui écoutent cette vidéo en ce moment, en fait, ce qui arrive souvent, je sais pas pour vous, mais ici au Québec, lorsque on a des enfants qui sont placés par la DPJ, lorsqu'ils vont grandir et qu'ils vont fonder une famille, ils vont être suivis par la DPJ également pour protéger l'enfant. Pourquoi? Ça, c'est un autre sujet, mais qui est quand même assez intéressant. Parce que l'adulte qui a été un enfant de la DPJ est suivi pendant sa grossesse ou si c'est un homme, mais pendant que sa conjointe est enceinte, pour prévenir. Pour prévenir. Ce qui veut dire que si on prévient, c'est parce qu'on a des doutes. Et si on a des doutes, c'est parce que on sait que ces enfants-là qui ont été placés n'ont pas tout reçu. Ont eu beaucoup, évidemment, de problèmes dans leur enfance, mais on sait qu'ils n'ont pas reçu tout l'amour, tout le soutien nécessaire dont ils avaient besoin. Bref, on dit que la direction de la protection de la jeunesse, c'est fait pour protéger l'enfant. Et ce qui est dommage dans ça, c'est que dans le titre, ça ne mentionne pas qu'il donne aussi de l'amour à l'enfant. Et donc, par la suite, on n'a pas besoin de prévention. Et donc, on sait déjà, alors que Sophia est encore dans le ventre de Rachel, qu'elle va être placée. Bon, Rachel, c'est une enfant de la DPJ, mais en plus de ça, elle était suivie. Donc, il y avait une travailleuse sociale qui allait au domicile de Eric et de Rachel. Le domicile d'Eric et Rachel était dégueulasse, extrêmement sale. C'est ce que va nous raconter Sylvie dans son interview qu'elle a fait. Il y avait à peine assez de place pour marcher. Il y avait beaucoup de choses qui traînaient par terre. Il y avait beaucoup d'animaux. Et il y avait beaucoup également d'excréments d'animaux. Il y avait des chats et des chiens. Et c'était infect, c'était très insalubre comme logement. C'est ce que, encore une fois, Sylvie va raconter. Et donc là, la DPJ va prendre la décision de faire placer Sophia. Cependant, c'est Eric qui va avoir la garde de Sophia. Et Sophia va être placée chez Sylvie. Donc, pendant un certain laps de temps, je pense que ce qui était écrit dans le dossier, c'était plutôt que le temps que Rachel et Eric se stabilisent. Mais c'est Eric qui avait la garde de Sophia. Et donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont décider d'habiter tous ensemble, les 3. Donc, Eric et Rachel vont déménager de l'appartement dans lequel ils vivaient pour aller vivre chez Sylvie, donc la mère de Eric.
Et donc, Rachel ne pourra jamais être seule avec l'enfant. Il va toujours falloir que Sylvie soit là, et Eric également. On sait que la cohabitation entre Rachel, Eric, Sylvie et Paul ne sera vraiment pas bonne. Tout simplement parce que Sylvie raconte que c'était pas des bons parents. À cette époque-là de leur vie, en 2011, c'était pas du tout des bons parents. En fait, ça arrivait souvent que Sophia pleure pendant la nuit et que là, Sylvie finisse par se réveiller, qu'elle allait voir Eric pour le réveiller, pour qu'il prenne ses responsabilités. Et là, Eric disait, si elle a soif, elle va boire quand moi, je dirai qu'elle va boire. Donc, ce qu'il voulait dire par là, c'était que c'était lui qui allait décider quand il changerait sa couche, quand son boire était dû, tout simplement. Il a également dit à Sylvie qu'il n'était pas question qu'il se lève 2 fois par nuit pour s'occuper de Sophia. Maintenant, parlons un peu de Rachel. J'ai mentionné un petit peu son parcours, mais en fait, Rachel, c'est ça. Comme je le disais, c'est une enfant de la DPJ. Et donc, elle a été suivie tout au long de son enfance et de son adolescence dans des centres ou encore dans des familles qui accueillaient les enfants. On dit que Rachel est 1 an plus jeune que Eric, donc elle est née en 1990. On sait que au moment de la naissance de Sophia et même avant, Rachel prenait énormément de drogue et à cette époque-là, elle était TDAH, mais non médicamentée. Elle était très impulsive et présentait une déficience intellectuelle. Il me semble que c'était assez léger, mais tout de même c'est mentionné. C'est vraiment plus tard dans le cheminement que Rachel va faire que là, elle va aller chercher de l'aide, qu'elle va se faire diagnostiquer TDAH et qu'elle va devenir médicamentée et que par la suite, sa vie va aller beaucoup mieux, mais on en reparlera plus tard. Par la cour et par la DPJ, Rachel et Eric devront quitter le domicile en décembre. On sait qu'en janvier 2012, le juge va confier Sophia à ses grands-parents, soit à Sylvie et à Paul, pour une période d'au moins 6 mois, ce qui va laisser vraiment le temps à Rachel et à Eric de se stabiliser dans la vie, de se trouver un emploi, vraiment de s'organiser dans l'appartement, d'avoir des meubles et de reprendre leur vie en main avant d'être capable de s'occuper de leur fille. Sylvie, pendant l'entrevue, va mentionner que Sophia a toujours été un bébé très souriant, très chaleureuse. Elle ricanait, elle riait, elle faisait des bruits avec sa bouche, elle se développait très bien, comme un bébé de son âge. Et elle a même dit c'était un super de bon bébé. Donc, elle est légèrement décrite ici, là, à ses premiers mois de vie. C'est en 2013 que Rachel va prendre la décision de quitter Eric et elle va aller en couple avec le frère de Eric. Et quelques semaines après sa séparation, c'est là que Rachel va savoir, va comprendre qu'elle est enceinte. Et donc, il y a comme une petite question qui va se poser ici. Est-ce que le bébé que Rachel attend est le bébé de Eric ou de son frère? Eric va se poser la question et plus tard, il va même demander un test de paternité. Mais pour l'instant, on sait que après la séparation de Eric et de Rachel et le début du couple entre Rachel et le frère de Eric, Sylvie et Paul sont extrêmement contents. Ils sont super heureux pour Rachel et leur autre fils. Et Sylvie va raconter dans l'entrevue qu'elle a constaté le changement de comportement de Rachel. Elle est devenue super épanouie, elle était heureuse. Vraiment, elle était extrêmement bien avec leur autre fils, contrairement à quand elle était avec Eric. Et là, Eric, encore une fois, va se sentir comme le mouton noir de la famille. Sa conjointe, donc la mère de sa fille, part avec son propre frère à lui. Et en plus de ça, il va sentir là-dedans que Paul et Sylvie sont du côté de son frère et non de son côté à lui, alors que c'est lui qui vient de se faire quitter. Je sais pas si vous comprenez un peu, mais là-dessus, je suis un petit peu d'accord. Mais en même temps, on sait que Rachel est devenue super épanouie et même que elle a demandé de l'aide, elle s'est fait aider, elle a rencontré des spécialistes. Ils lui ont diagnostiqué le TDAH, ils l'ont également médicamenté. Et donc, à partir de cet instant-là, Rachel n'a plus fait de crise, de colère, d'impulsivité, d'angoisse. Vraiment, elle a travaillé sur elle-même, elle est devenue très polie, vraiment très gentille, très calme. Puis on voyait qu'elle allait beaucoup mieux depuis qu'elle était avec
le frère de Eric. Et c'est donc en mars 2014 que Rachel va accoucher d'un petit garçon. Et on sait que immédiatement le bébé lui est enlevé parce que la DPJ croit que Rachel est encore instable pour s'occuper d'un bébé. D'ailleurs, on sait que par la suite, au fur et à mesure des années, Rachel et le frère de Eric ont eu 3 autres enfants ensemble, dont ils ont la garde et leur vie va très bien. On sait que Eric va se faire une nouvelle compagne qu'on va appeler tout au long de la vidéo Cynthia. Cynthia, elle a un fils de 8 ans. Et à un moment, on sait que Eric va parler avec sa mère Sylvie et il va lui dire « J'ai trouvé le moyen de retrouver mes enfants et je te garantis que la travailleuse sociale va faire exactement ce que je lui dis de faire. » Et donc, ce qui va arriver, c'est que, on sait que Eric voyait toujours une travailleuse sociale, notamment quand il voyait sa fille Sophia. Et la travailleuse sociale va noter dans le dossier que Eric semblait vraiment faire un bon cheminement là, sur lui. Là. Il a vraiment travaillé très fort. Il jouait avec sa fille. Il démontrait vraiment qu'il y avait de l'attachement envers elle. Il démontrait vraiment qu'il était intéressé, qu'il voulait la revoir. Et la travailleuse sociale va également mentionner dans le dossier que Eric a gagné en maturité depuis qu'il est avec Cynthia. Dans le dossier, il est également écrit que le père, donc Eric, est très bien épaulé et s'est responsabilisé depuis sa rupture avec Rachel. On sait également que Eric ne consomme plus ni de drogue ni d'alcool et en plus de ça, à noter, Paul et Sylvie vont également plaider en faveur de Eric pour que Eric ait à nouveau la garde de Sophia. Parce qu'il ne faut pas oublier que jusqu'à présent, encore une fois, Sophia habite chez Paul et Sylvie. C'est Paul et Sylvie qui ont la garde de Sophia. Et donc, Eric avait demandé des tests de paternité sur le petit garçon parce que là, on ne savait pas si c'était de lui ou de son frère. Et ça va s'avérer positif. C'est lui, bel et bien, le père de ce bébé-là. Et donc, Eric va demander la garde complète du petit garçon qui va lui être accordée en juillet 2014. 2 ou 3 mois plus tard, soit en septembre ou octobre 2014, ça c'était pas très clair, Eric va demander à nouveau la garde de Sophia, mais il ne veut pas l'obtenir. Le juge va encore statuer 6 mois de plus que la garde reste à Paul et à Sylvie. Par contre, pendant le jugement, Eric va finalement maintenant obtenir des visites supervisées, mais plus par sa mère, mais par une travailleuse sociale. C'est là que ça va vraiment commencer à s'embrouiller entre Sylvie et Eric. Il veut vraiment mettre une grosse distance entre lui et Sylvie. Et il va obtenir donc ça, ce qui veut dire que lors des visites supervisées, ça va être Sophia qui va venir chez lui avec une travailleuse sociale. Ils vont pouvoir passer du temps ensemble et par la suite, la travailleuse sociale va ramener Sophia chez sa grand-mère. Et donc, ce qui fait que Sylvie ne sera plus là pendant les visites supervisées. Ce qui est quand même assez étonnant, là, si vous voulez mon avis, tout simplement parce que le 2 août 2014, il y a des policiers qui ont été appelés et qui sont allés au domicile de Eric et de Cynthia suite à l'appel que Eric avait fait parce que Cynthia avait pris le petit garçon, donc le bébé, par une jambe et il le suspendait dans le vide du balcon qui est situé au 4e étage de l'immeuble et menaçait carrément de le laisser tomber. C'est vraiment à partir de là, dans cette affaire-là, que tout va commencer à se corser. On est à l'automne 2014, alors que Sophia vient à peine d'avoir 3 ans. Elle revient d'une visite supervisée chez son père et elle demande à sa grand-mère d'aller aux toilettes. Et puisque Sophia n'a que 3 ans, mais sa grand-mère l'accompagne encore pour s'assurer que la petite fille fasse ses besoins, qu'elle s'essuie comme il faut et tout. Et lorsque Sylvie arrive aux toilettes, elle va dire dans l'entrevue avec Katia, « Sophia a commencé à zigner sur moi. En me disant « Je le fais bien, hein, grand-maman? Papa va être content. C'est lui qui veut que je le fasse quand je vais aux toilettes avec lui. » À l'automne 2014, les visites sont toujours sous supervision d'une travailleuse sociale. Comment ce genre de situation-là a pu arriver? Et on s'entend qu'une enfant de 3 ans ne va pas aller inventer quelque chose comme ça. Parce qu'à 3 ans, t'as rien à recevoir en retour. Tu sais pas ce que tu pourrais recevoir en retour si tu inventes quelque chose de ce genre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y en a beaucoup qui ont inventé des trucs pour avoir quelque chose en retour, de l'argent ou bon. À 3 ans, t'as pas ce sens-là. Alors moi, je pense sur la base que Sophia a dit la vérité.
papa lui fait quelque chose quand elle va aux toilettes avec lui. Donc moi, ce que je me demande, c'est à quel point la travailleuse sociale ne surveillait pas lorsque Eric allait aux toilettes avec sa fille pour la mettre propre. Ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qu'elle faisait pendant ce temps-là? Elle regardait son téléphone? C'est quoi? Je comprends pas. On sait également que Sylvie va raconter à plusieurs reprises que ce genre d'événement-là s'est reproduit parce que c'est écrit dans le dossier. Mais pourquoi ça n'a pas été pris au sérieux, on va dire ça comme ça, dès le départ? Bien, tout simplement parce que lorsque, souvenez-vous, Eric a demandé la garde complète de son fils, donc du bébé, Paul et Sylvie étaient derrière lui et l'appuyaient. Et là, soudainement, quelques mois plus tard, vous inventez que votre fils a fait tel ou tel acte avec sa fille. Il y a quelques mois à peine, vous le souteniez. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est donc vraiment à partir de ce moment-là que Paul et Sylvie sont discrédités dans le dossier de la DPJ, mais aussi devant la cour. Et là, une grosse guerre va vraiment s'établir entre Eric et le reste de sa famille. Mais premièrement, à cause de ce qui s'est produit, donc ce qui s'est produit avec Sophia, alors qu'elle n'a que 3 ans. Et on sait que le frère et la sœur de Eric vont mentionner les 2 événements qui se sont produits lorsque Eric avait 9 ans et 12 ans. Et là, au fur et à mesure des mois, ça va devenir de plus en plus difficile. Lorsque Sophia va aux visites supervisées chez son père, ben son père va parler en mal de Sylvie et de Paul. Et là, lorsque Sophia, elle est chez Paul et Sylvie, ben Paul et Sylvie vont parler en mal de Eric. Et donc là, la petite fille se retrouve carrément dans une chicane qui la concerne, mais dont elle ne comprend absolument rien. Et c'est donc 1 an plus tard, soit à l'automne 2015, alors que Sophia a 4 ans, que la DPJ va réclamer au tribunal de limiter les contacts entre les grands-parents et Sophia. Ce qui veut dire que là, si on limite les contacts, où est-ce qu'on va mettre Sophia? Si on limite les contacts, ça veut dire qu'elle ne peut plus habiter avec ses grands-parents. Et c'est donc à ce moment-là que Sophia est remise aux mains de son père et de sa belle-mère, Cynthia. Dans le dossier, comme Sylvie le mentionne dans l'entrevue, il était inscrit que le père a de plus en plus de compétences, il est discipliné et il y a de l'attachement entre lui et sa fille, et que le père collabore à 100%. Et c'est donc 1 an plus tard, soit en 2016, que la DPJ va fermer le dossier de la petite fille de Grimby. On sait qu'en 2017, à 3 reprises, la police va intervenir au domicile de Eric et de Cynthia suite aux appels de Eric. Cynthia a des gestes de violence, elle la lance par terre et lui tire les cheveux en étant saoule. Cynthia va donc être accusée de voie de fait sur l'enfant, mais par contre, elle aura une absolution inconditionnelle venant du tribunal. Qu'est-ce qu'une absolution inconditionnelle? C'est une mesure qui permet à une personne reconnue coupable de ne pas avoir de casier judiciaire, sans avoir à respecter de conditions spécifiques. Ce qui veut dire que malgré le fait qu'elle ait été reconnue de voie de fait sur l'enfant, il ne sera pas inscrit à son dossier qu'elle doit être à moins de 100 mètres ou bon, comme on le voit dans d'autres dossiers. Ce qui veut dire que même après avoir été au tribunal, Sophia, Eric et Cynthia vont continuer de cohabiter tous ensemble. Par contre, on sait qu'une nouvelle évaluation de la DPJ est ordonnée par la cour. Et là, on sait que Cynthia et Eric vont dire que Sophia, elle est difficile. Elle demande beaucoup d'attention, elle fait beaucoup de bêtises, beaucoup de niaiseries. C'est vraiment très difficile de la gérer. Et donc, le tribunal va également ordonner que Eric et Cynthia reçoivent de l'aide, notamment pour les aider avec Sophia et son petit frère, mais également pour leur sécurité et aussi pour leur développement. 1 an avant son décès, soit en avril 2018, Sophia va rencontrer son pédiatre. Et dans le dossier, le pédiatre va mentionner que Sophia a un choc post-traumatique, une détresse psychologique. Elle est extrêmement renfermée sur elle-même. Elle ne dit rien, donc elle ne parle pas. Au moment de l'examen avec le pédiatre, elle s'est fait pipi dessus, tellement qu'elle était anxieuse. C'est donc après avoir regardé dans le dossier du pédiatre que l'intervenante, donc la nouvelle intervenante qui aide les parents, va faire une demande pour un pédopsychiatre. On sait qu'à la maison, pendant tout ce temps-là,
Sophia, mais également son petit frère, reçoivent des douches glacées comme punition lorsqu'ils font quelque chose de pas correct, selon Cynthia et ou Eric. Il y a également des voisins, des professeurs, mais aussi des amis d'école qui vont mentionner qu'ils ont vu à plusieurs reprises Sophia fouiller dans les poubelles, voler les lunchs de ses amis à l'école. Elle fugue également à l'intérieur de l'école. Elle a beaucoup d'absences qui sont non motivées. Par contre, ses notes scolaires sont extrêmement bonnes pour une petite fille de son âge, mais également pour une petite fille qui vit tout ça à la maison. Et donc là, Sophia va développer des troubles comportementaux et c'est donc là que l'école va recommander à Cynthia et Eric d'envoyer Sophia dans une école spécialisée qui va pouvoir lui donner tous les soins et l'attention dont elle a besoin. Ils vont refuser. Par la suite, Eric et Cynthia vont être recommandés peut-être d'envoyer Sophia à temps partiel à l'école, peut-être 1, 2, 3 jours. Ils vont refuser. Et par la suite, ils ne l'enverront plus jamais à l'école. Qu'est-ce que le dossier scolaire sur Sophia mentionne? Le dossier scolaire mentionne qu'elle a un trouble de l'attachement, la difficulté d'ordre affectif et comportemental. Elle refuse de dépendre d'un adulte. Elle est à la recherche excessive d'attention. Elle a des difficultés à admettre ses torts. Elle ne semble pas atteinte de ce qui se passe autour d'elle, ni même lorsqu'elle est punie. Parlons maintenant un peu des notes scolaires de Sophia parce que c'est quelque chose qui a été très peu mentionné, notamment nous au Québec, quand on a entendu parler de cette affaire-là. Évidemment, on a vraiment parlé des sévices puis de la torture qu'elle a subie, mais je pense aussi que c'est important de noter les bons coups parce que malgré son trouble du comportement dont on sait d'où ça vient, malgré tous les comportements qu'elle a eus qui sont peut-être négatifs, on sait d'où ça vient, mais c'est important aussi de mentionner que c'était une petite fille très intelligente. En lecture, elle avait 93%. En écriture, elle avait 78%. En communication orale, elle avait 80%. Et en mathématiques, elle avait 85%. Vraiment, avoir un bulletin comme ça, son bulletin va mentionner un bon potentiel intellectuel, de la belle curiosité, un côté créatif très développé. Par contre, il y a des recommandations dans le bulletin, comme dans chacun des bulletins de nos enfants. Lui donner un encadrement clair, gérer son alimentation, communiquer avec la famille et développer des habitudes sociales saines. On sait également qu'il était inscrit qu'elle usait de la manipulation ou du mensonge pour obtenir ce qu'elle voulait. Elle cherche le contrôle excessif, elle manque d'empathie et de chaleur et ne recherche pas le réconfort de l'adulte lorsqu'elle est anxieuse. Et donc, lorsqu'elle a une anxiété, elle va le transformer en colère, en agressivité et en impulsivité. Et c'est donc en 2018 que justement, Sophia se fait complètement retirer de l'école. Elle va donc se retrouver confinée dans sa chambre presque toute la journée et toute la soirée. Il y a également le petit frère de Sophia qui va parler à la cour lors du procès. Il va mentionner les douches d'eau glacée, mais il va également mentionner que lui et Sophia étaient attachés à leur barreau de lit pour ne pas se lever, pour ne pas déranger, ou tout simplement parce que Eric et Cynthia voulaient la paix. Il va également mentionner que Sophia était privée de repas, qu'elle déféquait dans la maison et notamment dans sa chambre, et qu'elle urinait également partout dans la maison et également dans sa chambre. Il va aussi dire que Cynthia frappait souvent Sophia, sur le corps, mais également au visage. Il y a également Sylvie, au départ, qui avait encore contact avec Sophia. Elle la voyait une fois de temps en temps et elle avait remarqué que Sophia avait perdu énormément de poids. À vue d'œil, elle fondait tout simplement. On sait que Sylvie et Rachel ne lâchent pas le morceau. Ça fait 3 ans qu'ils n'ont plus de contact avec Sophia. Ils savent pas où elle habite, elles ne l'ont pas revue, c'est pas normal. Et c'est d'autant moins normal pour Rachel qu'elle n'ait pas vu sa fille depuis 3 ans parce que elle n'était pas interdite de contact. Elle pouvait la voir, elle avait des visites qu'elle avait droit avec sa fille et elle ne les avait plus depuis 3 ans. Et là, lorsque Rachel et Sylvie contactent la DPJ pour se plaindre, là, et tout simplement pour demander l'adresse de Sophia, parce que ça fait 3 ans qu'ils l'ont pas vue, dans le dossier de la DPJ,
c'est caché, c'est barré. Donc, à part le travailleur social, il n'y a personne d'autre qui sait où habite Sophia. Donc, la DPJ n'a pas pu donner d'adresse ni à Sylvie, ni à Rachel. Il y a également des professeurs qui vont parler, qui vont enfin s'ouvrir et ils vont dire que Sophia arrivait souvent avec des bleus à l'école, à des endroits pas tant normal, dans le cou, sur la tête, des marques de doigts sur les bras, des bleus dans le dos, bref, à des endroits où, tu sais, pas les genoux. Les genoux, c'est normal quand l'enfant tombe, mais dans le cou, dans le dos, des marques de mains sur les bras, ça, c'est moins normal. Ils vont également mentionner qu'elle arrivait souvent avec le nez avec du sang séché dessus. On sait également par Katia, donc celle qui a fait l'entrevue avec Sylvie, que Sophia a souvent mentionné au professeur à quel point elle ne voulait plus aller à son domicile, que personne ne l'aimait. Mais personne n'a bougé à ce moment-là. On se retrouve donc 24 heures avant la journée fatidique où on a retrouvé Sophia ligotée sur le sol de sa chambre. On est donc le 28 avril 2019, au soir. Sophia est enfermée dans sa chambre. Elle hurle qu'elle veut sortir pour aller aux toilettes, mais personne ne vient la voir. On sait qu'à ce moment-là, Cynthia n'est pas à la maison. Par contre, son fils est là, mais son fils a interdiction de laisser sortir Sophia. Et donc, il va obéir à sa mère. Et on sait que dans la chambre, et là, je sais qu'il y a des photos sur Internet, je pense bien, là, si je les ai encore, si je les ai trouvées plutôt, je vais vous les montrer. Donc, dans la chambre de Sophia, on voit très bien qu'il y a une commode qui est en dessous de la fenêtre. Et donc, on sait que Sophia a grimpé sur la commode, a ouvert la fenêtre de sa chambre et s'est sauvée par la fenêtre de sa chambre. Elle a couru dans la rue et à ce moment-là, on sait que le fils de Cynthia s'est rendu compte que Sophia n'était plus dans sa chambre. Il a donc appelé Cynthia, donc sa mère, sûrement sur son cellulaire. Et donc, Cynthia est arrivée au domicile et elle s'est mise à courir après la petite fille et que la petite fille était chez le voisin. La petite fille était à moitié habillée. Et Cynthia a tout simplement dit que, Sophia était en grosse crise, là, impulsivité et en grosse crise, là, de troubles de santé mentale, bref. Et donc, Cynthia a pris Sophia et l'a ramenée à la maison. À ce moment-là, lorsqu'elle ramène Sophia à la maison, elle va lui mettre du tape, donc du ruban adhésif, un peu partout sur le corps, comme pour l'empêcher de bouger. Malgré le fait que Cynthia a mis du ruban adhésif sur le corps, autour du corps de Sophia, Sophia peut toujours bouger. Et donc, Cynthia, ce qu'elle va faire avec l'aide de Eric, c'est qu'elle va mettre encore plus de ruban adhésif autour d'elle, autour de ses cheveux, jusqu'à ses orteils. Ensuite, Eric et Cynthia vont fermer la porte de la chambre de Sophia et vont la laisser là toute la nuit. Le lendemain matin, on sait que Eric va aller travailler sans jamais aller voir si Sophia était correcte. Il va donc partir travailler et c'est Cynthia qui reste à la maison. Et là, elle se met à entendre du vacarme qui provient de la chambre de Sophia. Elle va donc aller voir dans la chambre et elle va voir que la petite fille est encore capable de bouger. Et donc, ce que Cynthia va faire, c'est qu'elle va tout simplement rajouter du ruban adhésif autour de son corps. Donc là, à ce moment-là, elle ressemble à une momie de ruban adhésif complètement. Donc, on ne voit que ses yeux. Sa bouche, il y a du ruban adhésif dessus et il y a un tout petit espace simplement pour qu'elle puisse respirer par le nez. Par la suite, Cynthia sort de la chambre, ferme la porte et elle continue sa matinée. C'est donc à 11h30 que la police et les ambulanciers sont appelés au domicile de Eric et de Cynthia pour un arrêt cardio-respiratoire. Il y a Karianne Royer qui est ambulancière. Elle fait partie de l'équipe qui a été sur les lieux où Sophia a été retrouvée. Et elle va également parler en cours. Elle va dire, et je cite, « Nous avons vérifié l'activité électrique du cœur. Plus rien ne se passait. Je fis le RCR, puis une activité cardiaque a été détectée. Il y avait du vomi par terre. Sophia avait des blessures au thorax et aux cuisses, ce qui semblait être le résultat de compression ainsi que des empreintes de doigts. Comme si ses mains étaient collées sur elle pendant longtemps. Il faisait extrêmement chaud dans la chambre. La fillette était très maigre et sa peau était grisâtre.
La chambre était plongée dans le noir. Aucun matelas et une forte odeur d'urine fut immédiatement sentie par toute l'équipe. On se retrouve donc maintenant le 29 avril alors que Sylvie et Rachel ont été informées que Sophia était à l'hôpital de Sainte-Justine dans un état critique. Sophia est donc plongée dans le coma et elle est maintenue en vie par une machine. Après avoir parlé et répondu à toutes les questions des policiers, les deux femmes peuvent finalement entrer dans la chambre de Sophia. Le 30 avril 2019, c'est là que la famille va prendre la lourde décision de débrancher la fillette parce qu'il n'y a plus aucune activité cérébrale. Et les résultats sont irréversibles. Cynthia va donc être accusée de séquestration et de meurtre non prémédité sur Sophia, qui avait seulement 7 ans. Cynthia est donc accusée de séquestration et de meurtre non prémédité sur Sophia, qui avait 7 ans. Le jury de Trois-Rivières va prendre seulement 4 heures pour délibérer et elle va être reconnue coupable. Par la suite, elle va être condamné à une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 13 ans. Pour Eric, lui, il va seulement être condamné à purger une peine de prison de 3 ans et demi pour séquestration. Et aujourd'hui, au moment où je filme cette vidéo, il est libéré. Travailler sur cette affaire-là m'a amené beaucoup de questions. Beaucoup de questions qui sont longtemps restées sans réponse. On connaît cette histoire depuis 2019. Depuis 2019, on en parle, puis on en fait souvent référence. Tu sais, comme la petite fille de Grimby. Bon, ben on en parle, on sait c'est quoi. On connaît cette affaire-là comme Aurore Gagnon, l'enfant martyr. Et après avoir fait mes recherches sur cette affaire-là, j'ai décidé de pousser encore plus et de me poser les bonnes questions cette fois. De me demander comment des enfants peuvent passer sous le radar. Est-ce que c'est par manque de temps, par manque de personnel, par manque de coordination, par manque de responsabilité ou peut-être par le fait que le service est peut-être pas assez ordonné. Et j'ai découvert que on a ce qu'on appelle le programme, donc le logiciel SSP. Le logiciel SSP est utilisé par la Direction de la protection de la jeunesse. C'est un logiciel où les travailleuses sociales, ou plutôt la personne qui répond au téléphone lorsqu'on appelle pour faire une plainte, doit répondre. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Par exemple, j'ai un voisin et je soupçonne qu'il se fait maltraiter, torturer, qu'il subit des sévices. Je vais donc contacter la DPJ. Et la personne qui va me répondre au bout du fil, elle va me poser des questions qu'elle va noter sur un papier. Pas nécessairement directement dans le logiciel, parce que là, les appels, c'est rapide. Donc, elle va prendre un papier, un crayon, et elle va me demander les informations les plus importantes. Donc, pourquoi vous appelez, quels sont les motifs de votre appel, pour qui vous appelez, c'est quoi l'état de cet enfant-là, quel est votre lien avec cet enfant-là ou encore la famille. Et donc, après l'appel, on raccroche. Elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se tourner et elle va ouvrir le logiciel SSP. Le logiciel SSP, il y a des questions à remplir. Et ce logiciel-là va faire en sorte que c'est en fait lui qui va décider le numéro de code du dossier. Donc, le code 1, c'est agir immédiatement. Le code 2, c'est agir dans les 24 heures. Et le code 3, c'est agir dans quelques jours à quelques semaines maximum. Et donc là, la travailleuse sociale va lire les questions et elle va remplir le questionnaire. Par contre, si elle a mal posé les questions à la personne qui a appelé faire la plainte, ben elle va essayer d'y aller selon sa logique et elle va remplir les questions du formulaire. Et donc, il arrive que parfois, lorsque ce logiciel-là a été rempli par la personne, le logiciel va décrypter peut-être un code 3 alors que c'est un code 2. Ou il va décrypter un code 2 alors que c'est un code 1. Ou un code 3 alors que c'est un code 1. Et donc, il y a beaucoup d'enfants qui vont se retrouver en dessous de toute la pile de plaintes, de dossiers qui ont été créés. T'as quel âge, Elijad? Oui, c'est toi, Elijad. 7 ans. T'as 7 ans? D'accord. Puis je mange mes ongles. Puis tu manges tes ongles avec les peu de dents qui te restent, non? Non, lis pas ça. Pourquoi? Parce que... Chat. Non, pas besoin.
C'est le sujet que je parle en ce moment. Non. C'est le sujet que je parle en ce moment. C'est quoi le sujet? C'est quoi, maman? Un jour, je vais te le dire, d'accord? C'est quoi? Vis ta vie d'enfant. C'est quoi, maman? Vis ta C'est petite quoi? vie. Va manger des bonbons, là. Va jouer avec tes poupées. J'ai pas de poupée. Allez. Non. Je t'aime. Et malheureusement, dans ce genre de situation-là, il y a des dossiers, certainement, qui ont été mis en dessous de la pile, alors qu'ils auraient dû être mis sur le top de la pile. Et donc, ça, c'est une question qui a été posée, justement, à la DPJ. Et donc, ils devaient faire une réévaluation de ce logiciel-là parce que c'est pas nécessairement la faute de la personne qui a répondu à l'appel. Des fois, c'est le logiciel qui va interpréter des réponses qui sont peut-être faussées, qui sont peut-être pas assez précises. Parce qu'il faut savoir que le logiciel va poser des questions vastes, assez larges. C'est pas assez précis. Et donc, quand j'ai continué mes recherches pour tenter de connaître des cas qui auraient pu arriver de ce genre, je suis tombée sur le cas de 2 parents qui venaient tout juste d'avoir un bébé. Et le matin, la mère se réveille, elle va dans la chambre de son enfant, donc c'est un bébé, il y a 9 semaines, puis il y a 1 mois, et lorsqu'elle va pour changer sa couche, elle remarque qu'il y a plein de micros bleus sur son corps. Et donc, elle se met à paniquer, et le couple décide d'aller au CHU de Sainte-Justine, donc à l'hôpital de Sainte-Justine pour enfants. Et donc, Sainte-Justine prend leur bébé et le médecin lui dit qu'il pourrait s'agir de la méningite et donc qu'ils doivent faire des tests. Et là, les parents sont sous le choc et là, ils attendent que les médecins fassent des tests sur leur enfant. Et là, l'hôpital se vire de bord, appelle la DPJ et mentionne une possible maltraitance des parents face au bébé. Le couple va être suivi pendant 8 mois. Le bébé va être enlevé pendant 8 mois et va être remis à la grand-mère. Et donc, lorsque les parents veulent voir leur enfant, ils doivent aller chez la grand-mère. Donc, c'est encore une fois des visites supervisées par un des membres de la famille. Donc, la grand-mère, celle qui a la garde. Pendant 8 mois. Pour que finalement, après ces 8 mois-là, le couple gagne en cours parce que la DPJ s'est rétractée parce que finalement, il n'y avait pas de preuves, il n'y avait rien du tout pour avoir enlevé cet enfant-là aux parents. Et j'imagine que comme beaucoup, vous l'avez sûrement remarqué, on dirait qu'il y a de plus en plus de cas de ce genre-là qui ressort sur les médias sociaux, notamment sur TikTok. Il y a plein de parents qui se font enlever leur enfant. Et moi, je vois souvent dans les commentaires, quand la DPJ est là, c'est parce qu'il y a une raison. La DPJ est jamais dans ta vie pour rien. Mais là, avec ce cas-là, il y a un documentaire qui a été fait. J'ai pas gardé le nom en note. J'aurais dû. Mais je l'ai trouvé sur YouTube. Donc, vous pouvez aller regarder sur YouTube. On voit les parents, on voit l'avocate, on voit l'hôpital. Puis, tu sais, on voit vraiment comme leur histoire. Je trouve ça quand même... Je me pose des questions. Je dis pas oui, je dis pas non. Moi, je suis plutôt dans le genre de personne qui va se poser des questions puis qui va réfléchir avec logique. Et j'ai trouvé ça extrêmement plate pour eux parce qu'en fait, ils venaient à l'hôpital avec une bonne intention de soigner leur bébé tout de suite. Et là, ils se font dire qu'ils maltraitent leur bébé parce qu'il y a des micro-marques, des micro-bleus sur le corps. Mais quelques minutes avant, le médecin leur avait dit que c'était peut-être une méningite. Donc, tu sais, à quel point, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça vraiment très dommage. Puis, je pense que, comme dans n'importe quelle situation, n'importe quel cas, n'importe quel sujet, il y en a pour qui c'est vrai, il y en a pour qui c'est faux. Et ça, il faut pas il faut pas non plus l'ignorer, il faut pas non plus l'éviter. Des fois, ça arrive que, malheureusement, il y a des plaintes qui sont non fondées. Il y a des enlèvements d'enfants qui sont non fondés. Donc, bref, reste que on a chacun notre opinion là-dessus. Et on n'est pas dans le dossier non plus. Donc, on peut bien juger, on peut bien se dire « Ah, moi, je pense pas comme ça ». Reste que j'ai trouvé ça quand même assez dommage, là, comme... C'est quand même 8 mois de la vie de famille qui leur a été arrachée et que jamais
ce 8 mois-là ne pourra leur être redonné. C'est ainsi que se termine l'affaire de la petite fille de Grimby. J'espère que vous avez toutes les informations dont vous cherchiez. J'espère que je l'ai raconté assez clairement et que, en fait, jamais cette petite fille-là va être oubliée. C'est dommage qu'on n'ait pas son nom. C'est dommage qu'on ne puisse pas la voir parce que son nom a été caché, mais également les photos de elle aussi. On ne sait pas à quoi elle ressemble. Puis je trouve ça vraiment dommage parce que c'est comme enlever le visage, c'est comme enlever la personnalité, c'est comme enlever l'humain qu'il y avait en elle pour que finalement, ce soit un visage flou qu'on voit. Puis en même temps, je trouve ça quand même très révélateur parce que en mettant le visage flou de cet enfant-là, ça peut peut-être nous pousser à réaliser, à réfléchir que, en fait, on pourrait le remplacer par n'importe quel visage de n'importe quel enfant qu'il y a dans le monde. Vous voyez ce que je veux dire? N'importe quel enfant peut être soumis aux sévices, aux tortures, à la maltraitance de ses parents, de ses proches ou encore même des centres jeunesse. Donc, c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère que vous avez aimé le contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également vous abonner à mon TikTok, à mon Facebook et mon Instagram qui portent tous le même nom. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, bonne journée et on se retrouve pour un prochain sujet. Mais d'ici là, prenez grand soin de vous et de ceux qui vous entourent. Ciao, ciao!